Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Yann Valéry qui publie son premier roman. C'est pas un roman en fait, c'est un livre de réflexion, d'analyse. Ça pourrait être aussi un roman parce que c'est une histoire que certains ont envie de vivre. Ça s'appelle Sécession de Yann Valéry. Vous êtes le rédacteur en chef du site notamment braisinfo.com. Bonjour Yann. Bonjour Yannick, Alors, merci de ton invitation. La démarche est originale déjà dans l'édition. Vous faites déjà sécession des maisons d'édition traditionnelles et du processus légal de l'imprimerie. Il n'y a pas de code barre, etc. Vous faites sécession aussi déjà dès le départ, hein, puisque ce livre, vous l'avez vous-même financé, imprimé, et puis il est vendu par Internet ou chez des libraires qui l'acceptent. Exactement, c'était un choix de départ parce que je trouve ça assez scandaleux qu'il faille payer 50 € à l'État avant même de commencer à discuter sur la sortie d'un livre. C'est vraiment l'État pieuvre qui prend de l'argent. Enfin, de toute façon, je pense que vos auditeurs, qu'ils soient artisans ou salariés, ils savent très bien que l'État aime bien prendre de l'argent à tout le monde et pour n'importe quoi. Donc oui, j'ai fait le choix de pas prendre d'ISBN et du coup, le livre se commande exclusivement sur le site Braisinfo ou alors dans des librairies qui ont accepté de le vendre en dépôt comme ça, puisque c'est un droit de pas prendre d'ISBN. Oui, il n'y a rien d'illégal dans ce que vous faites. Tout à fait. Exactement. Voilà. Ça, c'est important aussi de le préciser. Faire sécession, c'est un mot qui revient là en ce moment, dès que les gens en ont marre, mais ça on l'entendait depuis déjà quelques années, quand les gens en avaient marre de la sécurité sociale française, c'était il faut faire sécession, quand les gens en avaient marre de l'immigration, c'est il faut faire sécession, aller quelque part où on va être tranquille, la fiscalité c'est la même chose, et c'est d'ailleurs, sur l'éducation aussi c'est la même chose, et c'est d'ailleurs ce que vous égrenez au fil des pages de ce très court livre, qui est facile à lire, moins d'une centaine de pages, une volonté de sortir finalement de ce système que l'on nous impose. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que, notamment en France, les gens ont tendance à considérer comme acquis et éternel le fait qu'il y ait une 5e République française, comme si c'était une nouvelle divinité. Enfin, comme si la République était quasiment déifiée. D'ailleurs, on le voit bien dans l'emploi du mot république ou républicain par nos responsables politiques. Hein. Ils en parlent quasiment de façon religieuse. Et du coup, le français a trop tendance à croire que c'est quelque chose qui serait permanent. Or, moi, ce que je dis dans mon livre, c'est que finalement, il n'est pas interdit de ne pas apprécier, de ne pas aimer, voire même de détester la République française, de la 5e République française. Il y a eu d'autres modèles avant, il y aura sans doute d'autres modèles après. Et en fait, l'idée de sécession, c'est d'abord l'idée d'avoir une prise de conscience individuelle pour sortir justement des griffes de cette 5e République et pour apprendre à vivre sans la mainmise de l'État permanent qui vous demande des comptes sur tout et absolument tout, y compris bientôt la couleur de votre slip. Et donc voilà, c'est apprendre à vivre sans cet État qui a je dirais les pires aspects de l'État soviétique avec les pires aspects aussi de l'État ultralibéral américain. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc avec que les désavantages de l'un sans les inconvénients de l'autre finalement. C'est ça. Alors, cette démarche, elle est intéressante, Yann Valéry, parce que vous parlez de la République. D'ailleurs, si on voit comment a été gouvernée la France sur l'histoire de France, pour l'instant, la République n'est pas majoritaire. On a plus été sous une monarchie que sous une République. Voilà. Oui. Et les gens confondent d'ailleurs beaucoup de choses, peut-être que c'est volontaire dans l'éducation, la monarchie, la république, la démocratie, en pensant que quand on est en monarchie, on n'est pas en démocratie. Tous ces termes sont amalgamés, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir. On peut être en république et sous une dictature, et en démocratie sous une monarchie. Exactement. Sortir du système... Est-ce que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous dites, c'est le pass sanitaire? Je pense que le pass sanitaire vaccinal, je veux dire maintenant. A entraîné chez beaucoup de gens. Enfin, on va dire la situation
qu'on vit depuis 2 ans a entraîné une profonde réflexion chez beaucoup de gens. On l'a vu d'ailleurs, une réflexion géographique, puisqu'on a vu beaucoup de gens d'une certaine façon quitter les grandes villes, chercher des maisons à la campagne ou dans des plus petites villes. Donc il y a eu une première prise de conscience. Après, moi je pense que ces 2 années que nous venons de vivre, effectivement, oui, c'est une forme d'aboutissement de l'effondrement d'un monde, d'un système qui se défend très bien, qui se bat bien avec acharnement, enfin en tout cas dont les représentants se battent avec acharnement à l'encontre de toute liberté d'ailleurs. Et face à cela, il y a une partie de la population, peut-être majoritaire d'ailleurs, mais j'ai jamais eu la prétention de dire que la majorité était forcément avait forcément raison. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est pas parce qu'on a une majorité qu'on a forcément raison. Mais en gros, il y a toute une majorité qui s'est pliée aux recommandations gouvernementales, aux recommandations autoritaires. C'est ce que j'appelle un peu j'en ai pas parlé dans mon livre, mais je les appelle un peu des esclaves heureux de la liberté. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent aller au McDonald's ou manger au restaurant, tant qu'ils peuvent avoir un semblant d'impression de liberté, eh bien ils sont contents et ils appliquent les consignes. Et à côté de ça, vous avez une minorité sans doute qui, elle, est réfractaire et au pass vaccinal et aux mesures de vidéosurveillance partout dans les rues et au fait qu'on soit dépossédé petit à petit de notre droit à la sécurité et à l'autodéfense, etc., etc. Il y a énormément de critères en fait, et c'est ce qui distingue à mon avis la volonté d'être un homme libre de la volonté d'être soumis encore une fois, à un État. Et la volonté d'être un homme libre passe forcément par une sécession d'un État qui veut tout contrôler. Est-ce que l'acte de faire sécession, de dire qu'on va faire sécession, c'est pas un acte de vaincu, finalement, de prendre acte qu'on n'est pas majoritaire? Parce qu'en réalité, Yann Valéry, faire sécession, ça veut dire changer. Si dans le système actuel, le moyen simple, je veux dire légal, majoritaire de faire sécession, c'est l'emporter par les urnes. Et c'est parce que ce que vous défendez ne gagne pas dans les urnes, normalement, eh bien vous dites, ok, on n'est pas majoritaire, mais on est quand même un petit groupe, foutez-nous la paix, on va s'enfermer. Alors il est pas question de s'enfermer parce que le livre que j'ai écrit, il a toujours un aspect très. Moi je suis quelqu'un qui me suis toujours senti européen et profondément européen, donc j'estime que. On va s'enfermer, ça veut dire hors du cadre, hors du cadre majoritaire. Mais vous avez raison sur le fait qu'effectivement il y aurait la voie électorale, libre à ceux qui y croient d'y croire. Moi c'est pas du tout mon cas. Je pense que les élections sont biaisées depuis des années. Je ne dis pas qu'elles sont truquées, mais je dis que le processus électoral français est biaisé depuis des années. La démocratie directe, à la limite, qui pourrait s'appliquer un peu sur le modèle suisse, n'arrivera jamais dans ce pays parce que encore une fois, les institutions de la Ve République sont ce qu'elles sont et il y a des résidus de jacobinisme qui font qu'il est impossible d'instaurer des vraies démocraties locales, régionales, nationales en France. Donc après, voilà, on peut continuer à espérer tel Don Quichotte dans élection après élection. Moi, ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est proposer autre chose, en fait, dire qu'on peut, le tout électoral, à mon avis, est une impasse totale. On peut éventuellement croire dans les élections, mais pour moi, c'est un vieux pieu. Et de toute façon, on le voit bien dans l'abstention qui monte depuis des années. Il y a des gens parmi les abstentionnistes qui n'ont rien à faire de la vie de la cité. Alors là, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Ils ne voteront pas, ils ne voteront jamais parce qu'ils ne s'intéressent pas à la chose publique. Libre à eux. Mais vous avez aussi toute une partie de gens croissante qui ne croient plus dans les institutions et donc qui ne vont plus voter. Et c'est un peu leur acte d'insoumission, finalement. De sécession, finalement, oui. Moi, je crois, quand je rencontre des gens qui sont monarchistes, par exemple, j'en vois de plus en plus, notamment chez les jeunes générations. Je vois des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, ils me disent, moi, je vais plus voter. Je dis, pourquoi? Ça t'intéresse pas? C'est pas moi. Non, moi, je suis monarchiste, je suis en dehors de ce système, ça ne m'intéresse plus. Oui, voilà. Voilà. Vous écrivez à un moment que la première des sécessions à accomplir pour retrouver à la fois liberté et sécurité, les droits les plus fondamentaux des citoyens de ce pays, c'est de fuir les métropoles et d'investir massivement
la ruralité et les villes moyennes, Yann Valéry, n'est-ce pas ce qui se produit finalement depuis la crise sanitaire? Toutes les grandes études sur l'immobilier et les déplacements de population montrent le renouveau des petites villes, des villes moyennes, et les gens, avec le télétravail maintenant, qui ne veulent plus vivre dans ces grandes mégalopoles. Oui, bah effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a été la crise a été un peu le déclencheur depuis 2 ans d'un changement géographique profond, avec ses avantages et ses inconvénients d'ailleurs, puisque en fait ce changement-là a fait que effectivement certains métropolitains se sont dit bon, c'est plus possible de vivre en ville, c'est la goutte d'eau, on s'en va, on va dans des moyennes villes, on va sur les côtes, on va dans la ruralité. Bon, la partie qui est restée, c'est une partie qui ne s'en ira jamais des métropoles. D'ailleurs, c'est la partie majoritaire là encore, puisque les métropoles ne se sont pas non plus vidées de leur population. Hein. Faut pas non plus exagérer. Les métropoles sont toujours surpeuplées. Après, mais par des gens qui y sont malgré eux. C'est-à-dire que les gens qui sont encore dans les métropoles, c'est parce que souvent ils n'ont pas le choix. Hein. Ils aimeraient bien eux aussi aller vivre à la campagne. Je pense qu'on a toujours le choix dans la vie de tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui privilégient des grandes carrières bien payées, etc. C'est un choix, mais on ne peut pas dire je n'ai pas le choix. Vrai, il y a des questions générationnelles aussi. Souvent, j'entends des gens qui ont passé leur carrière à Paris 50 ans ou pendant 50 ans et qui arrivent en Bretagne et qui nous disent oui, mais j'avais pas le choix de travailler à Paris. Mais si, on a toujours le choix. Parce que sinon il y aurait une fatalité, comme si on était obligé finalement d'être aspiré par. On peut aussi aller travailler à Budapest, à Prague, à Moscou, faire sa carrière là-bas et revenir dans la ruralité bretonne ensuite. Je pense qu'on a toujours le choix et je pense que cet argument-là n'est pas un argument finalement. Ensuite, et puis il y a la liberté. Il faut respecter toutes les libertés, Yann. Hein, voilà. Tout à fait. Alors moi, j'ai vécu en ville. J'aime la ville. Je considère si on a 25 ans, 30 ans, on veut se lancer dans la vie, on veut en faire une carrière, etc. C'est génial de vivre dans des mégalopoles, de sortir au restaurant à minuit, aller au cinéma à minuit. Voilà, c'est la liberté de chacun. Respectons ça, c'est tout. Exactement. Ah ouais, alors, sachant que le problème maintenant, c'est que je suppose que votre jeunesse et j'ai envie de dire même la mienne, même si je suis toujours jeune, n'était pas forcément il y avait pas forcément les mêmes paramètres dans les villes, notamment dans les métropoles en matière de violence, d'insécurité, de pollution, etc. Exactement. Donc ça change un peu le paradigme. Il y a un point intéressant dans ce qui font sécession aussi, vous êtes aussi plus tempéré, hein, voilà, qu'on imagine, parce que vous lancez quand même un appel aussi, vous dites méfiance enfin à ne pas tomber non plus dans la contre-propagande avec ces enfants, c'est pas parce que le système actuel ne convient pas qu'il faut en faire des petits soldats identitaires en gestation, c'est-à-dire qu'il faut toujours être finalement dans une sorte d'équilibre, j'aime pas trop ce mot, mais avoir conscience des réalités, savoir se fondre, vivre avec son temps, tout en étant conscient de ce que l'on pourrait être, de ce qu'on pourrait faire pour être heureux. C'est un peu ça. Disons que je pense que mon pamphlet, si on peut l'appeler comme ça, est à la fois radical et en même temps, moi, je reste un partisan du juste milieu. Quand je dis radical, c'est pas extrémiste, justement, c'est radical dans le sens enraciné, le retour à la racine. Mais par contre, oui, je pense qu'il y a un juste milieu à tout et c'est aussi ce qui distingue peut-être les Européens d'autres civilisations, c'est ce côté un peu sagesse et juste milieu. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a inventé ou qu'on a été les chantres du dialogue, de la thèse, antithèse, synthèse, etc. C'est parce qu'on a toujours su, au-delà de se bagarrer, on a aussi su argumenter et dialoguer. Et ce que je veux dire dans le fait de ne pas faire des petits-enfants soldats identitaires, c'est que effectivement, c'est à mon avis un réflexe que peuvent avoir des familles ou des gens par révolte par rapport à un système, c'est-à-dire de dire on va faire les enfants à notre façon, mais d'une part, ils se trompent parce que si vous voulez façonner vos gamins, vous pourrez le faire jusqu'à ce qu'ils aient 15-16 ans et ensuite il y aura une rébellion qui va aboutir au fait souvent que l'enfant va penser et va agir à l'inverse.
Et puis d'autre part, on n'est pas là pour ça. Moi, je le dis clairement. Moi, je me rappelle avoir été choqué, par exemple, pendant les manifs pour tous à l'époque, où je voyais plein d'enfants dans des poussettes, etc., dans les manifestations. Pour moi, la place d'un enfant est dans ses rêves, dans sa naïveté, dans son innocence, mais absolument pas dans une manifestation, et absolument pas non plus dans des cours de bourrage de crâne politique, qu'ils soient à l'école ou à la maison d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que votre démarche, votre livre, démarche intellectuelle, aurait été considéré comme un ovni il y a seulement 5 ou 6 ans. Et en lisant les différents chapitres, je me suis aperçu que vous êtes vraiment en quelqu'un qui décèle les tendances. Je vais prendre 2 exemples. Quand vous parlez par exemple de l'éducation nationale, une incitation permanente à la sécession éducative, vous évoquez également, Yann Valéry, les médias. Quand je prends ces 2 exemples, aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens qui se mettent vers les mini-écoles, comme le prône Anne Coffinier, que vous devez connaître évidemment, oui. Mais aussi l'école à la maison. Ça, c'est le premier point. C'était très marginal il y a 10 ans, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Sur les médias, c'est encore beaucoup plus prononcé. Il y a 20 ans, 30 ans, les gens recevaient les mêmes infos, les mêmes médias, les gens connaissaient les mêmes présentateurs télé. Aujourd'hui, il y a une segmentation très forte qui est en train de se créer. Vous avez des gens qui ne regardent plus les chaînes hertziennes, qui regardent par exemple Martial Bild le soir sur TV Liberté, et qui ne connaissent pas le nom du présentateur de 20h de TF1. Alors certes, c'est pas majoritaire, hein, mais c'est quand même quelques centaines de milliers de personnes. Et ça, c'était inconcevable il y a 20 ans. Est-ce que finalement, la sécession n'est-elle pas en train de se faire sans qu'on le voie finalement ? Alors oui, vous avez vos 2 constats sont intéressants. C'est vrai que elle se fait de toute façon, cette sécession là. En fait, si vous voulez, d'ailleurs dans l'ouvrage, en fait, je donne des conseils pour que les gens la vivent. Mais elle se fait effectivement quand on a parlé de géographie, de rupture géographique. Bon, aujourd'hui, les gens qui vivent dans la ruralité, de facto, ils ont fait sécession d'une certaine façon avec la société dominée par les métropoles. Vous avez parlé des écoles. Effectivement, il y a les gens qui font le choix de mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat, de plus en plus malheureusement canalisées et surveillées par la République française, qui voit d'un mauvais œil tous ces enfants ne plus être dans l'emprise de la République. C'est pour ça qu'elle vote des lois, justement. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais ces lois sont des lois scélérates parce que c'est encore une fois des lois qui sont faites pour que la République ait le contrôle, y compris sur l'instruction de nos enfants. Maintenant, il va falloir demander autorisation pour faire instruction à la maison avec toutes les conséquences que ça aura. Mais il y a tout de même un mouvement des familles qu'elles soient catholiques, qu'elles soient défenseuses du bilinguisme, ou alors pour des pédagogies comme Montessori par exemple. Il y a quand même un mouvement encore une fois très minoritaire par rapport à la masse sociétale, mais c'est un mouvement important qui compte et qui, oui, d'une certaine façon fait sécession. Après, sur l'aspect médiatique, là encore, et je crois que j'en parle un petit peu dans mon livre, oui, il y a une segmentation avec comme vous l'avez dit, des gens qui ne regardent plus les médias mainstream, qui s'informent ailleurs. Mais alors, pour ce point bien précis, et je le souligne, c'est que là encore, il faut faire attention. C'est un peu, je parlais de la fabrique de petits enfants soldats identitaires. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège du rejet systématique parce que médias mainstream. C'est parce qu'il y a aussi des très bons journalistes dans la presse mainstream qui font de l'excellent boulot et des excellentes enquêtes et qui informent réellement la population, y compris d'ailleurs des journalistes de presse locale, de presse. Moi, je sais que à côté de chez moi, j'ai un hebdomadaire qui s'appelle Le Poer,
qui est plutôt idéologiquement de gauche, mais qui parle très bien de la situation qu'il y a autour de chez moi. Ça me convient très bien et je le lis et j'en suis très content. Et je pense qu'il ne faut pas non plus du coup tomber dans cette segmentation exclusive, c'est-à-dire on a son média, on ne regarde que TV Liberté, on ne lit que Braise Info, on ne lit que F de Souche, parce que on se ferme très vite l'esprit. Et surtout, on a une vision de l'actualité qui est tout aussi biaisée que la personne qui ne lit que Ouest France ou qui ne lit que le Télégramme en Bretagne, par exemple, tous les matins. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'à l'époque, on avait créé Braise Info. C'était pour essayer de contrebalancer avec malheureusement toute une partie de la population bretonne, notamment âgée, dont la seule source d'information est Ouest France ou le Télégramme, avec les conséquences néfastes que ça peut avoir en matière d'ouverture d'esprit et d'information. Donc là encore, ne pas se laisser piéger justement dans cette segmentation, même si ça a des aspects sécessionnistes qui sont intéressants, même s'il faut encourager la presse dissidente, il ne faut pas non plus il faut quand même garder l'esprit ouvert en matière d'information, à mon avis. Finalement, dans tout votre discours, c'est vrai, le titre est plus provocateur que le contenu. Parce que quand on voit le titre faire sécession, on se dit, il va nous apprendre à fabriquer un camp dans le Larzac, isolé de tout, on payera plus d'impôts, on fera notre cité autonome. C'est pas du tout le thème du livre, Yann Valéry. Alors, bon, je n'exclus pas qu'il y ait une suite à ce livre. Néanmoins, c'est un livre qui s'appelle Sécession et non pas Sédition, parce que s'il s'était appelé Sédition, il serait tombé sous le coup de la loi, pour le coup, en plus. Ensuite, non, je pense que c'est offrir des pistes. En fait, c'est surtout montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'une révolution forcément collective pour finalement pouvoir vivre de manière plutôt apaisée avec ses enfants, avec les siens, avec son clan, sa communauté, hors d'un système qui, encore une fois, est très puissant, sans doute en cours d'effondrement, mais en tout cas ne veut pas des hommes et des femmes libres comme nous, et en plus veut nous noyer dans un magma. Alors c'est vrai que j'en parle assez peu finalement, mais ça pourrait encore une fois faire l'objet d'une suite, mais dans un chaos migratoire qui, si on le laisse continuer comme ça, va nous emporter tous. Donc, en fait, le livre est plutôt là pour dresser les bases, non pas d'un Larzac, quoique j'ai rien contre ce qui s'est passé dans le Larzac d'ailleurs, mais pour dresser les bases d'espaces libres qui permettront demain, sans doute, la reconquête de notre territoire. Parce que je pense que la sécession est sans doute un recul et sans doute une concession faite à l'ensemble d'un système, mais la sécession est faite pour mieux rebondir demain et pour attendre le réveil et puis pour reconquérir ce que nous devons reconquérir. Voilà. Et le titre de votre conclusion du dernier chapitre, Yann Valéry, ça pourrait presque être un titre de presse féminine. Genre elle, etc. Divorcer pour ne pas mourir, hein, c'est ça, hein, quand on dit la femme, elle est malheureuse, elle veut se sent mourir parce que elle ne sort plus, son mari la trompe, elle est avec un pervers narcissique. Tiens, c'est très à la mode là, ce genre de mot, voilà. Et ben vous avez le titre où la journaliste de Elle écrit divorcer pour ne pas mourir. C'est pareil, mais vous c'est avec l'État, quoi, finalement. Exactement, oui, c'est avec l'État, et puis encore une fois, je pense que ce divorce d'avec l'État permet aussi aux gens de redevenir libres, parce que d'ailleurs j'en parle finalement peu dans ce livre, mais ça pourrait encore une fois faire l'objet d'une suite. Mais je pense que le pass sanitaire, la tyrannie sanitaire actuelle, ce n'est qu'une étape. Demain, on va avoir, et d'ailleurs certains en parlent déjà, le pass écologique. J'ai vu qu'il y avait une carte bleue en Suède là qui venait d'être inventée, qui peut se bloquer éventuellement si vous avez trop dépensé en matière d'empreinte carbone. Donc en fait, tout ça va. Demain, on vous interdira d'avoir 3 voitures parce que vous n'êtes pas assez nombreux, etc., etc. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ce système-là, il faut rapidement en rompre avec pour retrouver sa liberté, pour apprendre à vivre sans. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était que l'aboutissement aussi serait le revenu universel. Beaucoup de gens à gauche naïfs en parlent et le souhaitent, mais en fait, ce revenu universel, à droite aussi.
Oui. Non, mais ce serait l'aliénation suprême en fait, c'est-à-dire que ce serait attendre tout d'un État et en concédant à cet État la possibilité, si on n'est pas sage, si on n'est pas des enfants sages, de nous retirer un peu le revenu universel, de nous sucrer nos assurances, nos mutuelles, etc., etc. Et donc il y a une partie des gens peut-être majoritaire d'ailleurs, qui aspire à ça parce que c'est plus confortable effectivement d'avoir un état nounou, un état maman, un état papa. Mais en même temps, il y a aussi des millions de gens en France, je l'espère en tout cas, qui eux voudraient simplement que l'État leur fiche la paix et vivre comme bon ils l'entendent. Dans tout ce raisonnement, Yann Valéry, c'est ma dernière question, là c'est pas dans le livre, je remarque quand même le problème suivant, c'est que souvent, les gens qui parlent de sécession, qui disent on n'est pas content sur tel, pensent que tous les autres qui sont sur le même combat pensent comme eux. Je vais prendre des exemples précis pour illustrer mon propos. Vous avez des gens qui étaient contre l'immigration, on va dire contre l'immigration, contre l'islam radical, contre l'immigration, et qui se sont mis contre le pass sanitaire. Ils ont été rejoints par d'autres gens dans ce mouvement contre le pass sanitaire. Ces gens s'imaginent que si ces gens sont dans le même mouvement, ils sont aussi contre l'immigration. Mais après, on s'aperçoit que dans le mouvement contre le pass sanitaire, vous avez des gens qui sont contre le pass sanitaire et qui sont aussi pro-immigration. Oui. Mais vous avez aussi dans le camp des gens qui étaient contre l'immigration, des gens qui sont pour le pass sanitaire. Et vous voyez, donc, finalement, on s'aperçoit que on ne sera jamais d'accord à 100% sur tout. Le pays est très divisé. C'est évident. D'ailleurs, j'ai envie de dire raison de plus pour faire sécession, puisque de toute façon, la République française, enfin la 5e République en tout cas, a montré par A plus B que son mythe du vivre ensemble, qu'il soit ethnique, religieux, communautaire, ce que vous voulez, ne fonctionne pas. En fait, les gens vivent séparément et meurent éventuellement côte à côte, mais ils ne vivent plus ensemble. Donc, ce que vous dites, oui, on ne peut pas être d'accord avec 70 millions d'individus. C'est impossible. D'ailleurs, même, quand on regarde le régime présidentiel, vous avez un président qui en général est élu à 51%. Hormis quand ce sont des scores bananiers, ça veut dire qu'il y a 49% d'électeurs qui sont pas contents et qui acceptent quand même leur sort. Moi, ce que je dis là-dedans, c'est simplement qu'on n'a pas, on a le droit aussi de ne pas accepter son sort, y compris celui d'être minoritaire d'ailleurs, et on a le droit enfin, c'est pas un droit d'ailleurs, c'est une nécessité à mon avis de prendre son destin en main tout simplement avec ceux qui veulent partager au moins un minimum de choses. Et je pense que là, pour le coup, entre personnes intelligentes, vous avez parlé de gens qui se rejoignent sur le pass sanitaire, alors que sur l'immigration, par exemple, ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Et s'ils estiment qu'ils peuvent travailler ensemble sur tel ou tel sujet, à mon avis, c'est qu'ils font preuve justement d'une grande intelligence. Et d'une capacité d'adaptation, parce qu'ils ont compris où sont les priorités, où ne sont pas les autres priorités. C'est toute la difficulté et en même temps l'intérêt de faire sécession sur de nombreux domaines, donc que ce soit la politique, médiatique, éducatif, etc. Puisqu'on se retrouve finalement avec des gens qui ne sont pas nos clones. Sécession de Yann Valéry. Seul point de désaccord avec vous, cher Yann, c'est le sous-titre « Comment vivre hors de la République française totalitaire ». Si la République française était totalitaire, vous n'auriez pas pu écrire ce livre et on n'aurait pas pu faire cet entretien sur les ondes, sur une radio, par exemple. Et vous ne pourriez pas éditer avec votre nom, voilà. Non ? Quand je dis totalitaire, tout à fait totalitaire quand même. Quand je dis totalitaire, alors effectivement, on n'est pas encore au goulag. Mais quand je dis totalitaire, c'est que c'est une république qui quand même depuis des années et des années s'immisce dans nos vies de façon totale, nous faire porter le masque, nous dire avec qui on doit La précision sémantique est importante, voilà, pour nos auditeurs. Oui. Voilà. Tout à fait. Parce que quand on dit totalitaire, on pense que c'est la Corée du Nord, certains vont dire. Alors que non, vous dites bien dans une République française qui, dans la totalité de notre vie quotidienne, intervient et nous dicte ce qu'il faut faire. Voilà. Exactement. Et tout de même, quand même, si je peux me permettre, il y a quand même aujourd'hui en France
des écrivains, des dissidents qui sont condamnés à des peines ou d'amende ou de prison. Donc c'est aussi le début du totalitarisme quand vous commencez à aller en prison pour des écrits. Merci Yann Valéry. Le livre s'appelle Yannick. Sécession. On peut le commander notamment via le site que vous dirigez. Vous êtes militant identitaire breton. Le site c'est braiseinfo.com. On tape sur internet Braise-Info. On arrive à vous trouver très facilement. Voilà Yann, merci. À bientôt. Merci.